Bonsoir à toutes et tous, bienvenue ce soir sur Class Rugby, en direct sur Twitch de la Classe Sport. On est en direct donc avec Romain et Clément. Salut à vous deux, j'espère que vous allez bien après ces 15 jours. Ça va, merci. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Clément. Bonsoir à vous deux, et ouais, tout va bien. Bon, oui, parfait. On va pouvoir parler rugby. Ça nous manquait depuis ces 15 jours. En plus, on a quand même quelques éléments à raconter, que ce soit sur du 6 Nations ou sur du top 14. Donc, ça va être sympa de parler de tout ça. Bon, allez, priorité à notre championnat qui jouait ce week-end, contrairement aux 6 Nations. On n'était pas là la semaine dernière, donc on va avoir l'occasion, en fin d'émission, de revenir un petit peu sur le magnifique Irlande-France qu'on a vécu le week-end dernier et puis ouvrir un petit peu sur la semaine prochaine et le match contre l'Écosse qui nous attend pour les Bleus. Mais on va commencer donc par cette journée de top 14, donc journée mi-moitié doublon on va dire, avec certains joueurs de l'équipe de France qui étaient dans le groupe qui sont revenus, d'autres évidemment qui ne pouvaient pas jouer. Et puis voilà, une belle journée avec pas mal de points marqués, peut-être un record, vous me direz peut-être ça ou vous me corrigerez, mais je pense qu'on a eu quand même beaucoup de points marqués sur cette journée. Et puis voilà, et puis revenir sur un petit peu ces scores et ces analyses. Romain, peut-être commencer avec toi. Je sais pas quel match peut-être tu t'as marqué ou si tu veux revenir un petit peu sur cette journée plutôt offensive et qui a été plutôt intéressante d'ailleurs. Oui, globalement plutôt intéressante, sauf pour ceux qui ont regardé que les matchs en prime. Euh, D'ailleurs, on pourra se poser la question de comment est fait la programmation, parce que les matchs du samedi après-midi étaient top, multiplex compris, et les deux de samedi soir et de dimanche étaient vraiment cata. Et autant Toulon-Toulouse, on peut accorder le bénéfice du doute à Canal+ sur le contenu parce que les compos étaient sympas. Toulon, bon, il y a des hauts et des bas, mais c'est souvent assez sympa à regarder. En plus, là, il y avait tous les artistes derrière. Autant Bordeaux, ça fait un moment que c'est un peu pénible à regarder. Mais sinon, après, globalement, c'était plutôt bien, ouais, plutôt offensif. C'est surtout qu'il y a, alors on verra, mais je pense que ce sera encore pire après la prochaine journée. Il y a un resserrement un peu partout. Ce que l'on a eu pu voir pendant les autres années est un peu accentué, à part Toulouse qui semble être quand même assez confortable et avoir de la marge devant. Tout partout derrière, ça s'est resserré, que ce soit pour la relégation, pour le top 6. Vraiment, à part Clermont, où on peut se dire que ils sont vraiment dans le ventre mou, tout le monde joue quelque chose. Tout le monde joue quelque chose dans les autres équipes du top 14. Ouais, en effet, je regardais, c'est vrai que bon, bah, tous les week-ends, de toute façon, enfin tous les lundis, on se le dit, de surprise, eux reviennent, eux on les attendait plus, c'était voilà, le tube de l'automne, et puis c'est le flop de l'hiver, et puis ce sera le tube du printemps, enfin voilà, il y a pas mal de changements, et en fait tous ces changements créent, en effet, tu l'as dit, un championnat bah, plutôt sympa en termes de suspense, il y a des hauts débats sur les niveaux de match et l'intensité, bah, tu l'as dit, une multiplex génial, j'ai très bien suivi les deux primes, donc j'ai un peu regretté, et puis après j'ai remis les multis en retard. Donc tu parlais de moi quand tu disais ceux qui ont suivi les deux primes en priorité, mais j'ai pu regarder ce qui s'est passé après derrière sur les multis, et ça m'a fait plaisir, un peu de beau rugby. Voilà, je sais pas Clément, toi, si cette journée aussi t'as plutôt enthousiasmé, au moins côté multi, et puis le match de 15 heures aussi samedi. Non, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne s'est pas consulté avant et puis on arrive aux mêmes conclusions sur sur ce suspense, sur un championnat qui est impronosticable ben voilà, tous les lundis, comme tu l'as dit, ben c'est compliqué, on remet en cause ce qu'on a dit le lundi précédent. Donc ouais, même si j'ai réussi à caler quand même un 7 sur 7 sur week-end en Paris, Ouais. avec les 7 matchs, ben la cote pour les 7 matchs était à 11 et j'ai trouvé ça assez incroyable. C'est-à-dire que 7 matchs avec une cote seulement à 11, ça montre que ben voilà, rien n'est sûr, il n'y a que des petites cotes. Et même les bookmakers ne peuvent pas lire dans ce championnat et nous non plus en fait. Après, un degré moindre que vous, moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de prestations décevantes, même dans la victoire, notamment Bordeaux, Toulon, le Racing. Et qu'il y a aussi toutes ces équipes sur courant alternatif qu'on retrouve, Lyon, La Rochelle.
Bon, la semaine dernière, je pense que La Rochelle, on leur a mis plein la tête avec leur défaite à domicile, leur troisième de la saison. Ben là, ils vont gagner à Castres, invaincu depuis 2 ans et 3 mois, et 29 matchs. Lyon, ils poursuivent une série de 4 victoires alors qu'ils avaient fait 4 ou 5 défaites au cours de l'hiver en finissant par une magnifique défaite contre Brive à domicile. Donc voilà, beaucoup de courants alternatifs. Et ça, au final, bon, même si c'est bien pour le suspense, moi je trouve que c'est un peu décevant. Voilà, parce que justement, quand on attend un Toulouse-Toulon, ou enfin, j'ai pris ça comme exemple, ou un gros match, ben, finalement, on va peut-être être un peu plus déçu. Voilà, mais sinon, globalement, oui, assez excitant quand même de voir un championnat aussi resserré, aussi dense. Ouais. Ouais, surtout qu'on avait vu pour les UBB Clermont, que je rejoins Romain totalement. Je pense que le diffuseur pouvait se douter que ces deux équipes voilà, qui sont pas vraiment dans le beau jeu et qui sont vraiment en difficulté, même sur des fondamentaux de jeu d'attaque, etc., et que ça allait être assez haché. Toulouse-Toulon, en effet, bénéfice du doute. Je pense que c'était quand même une belle affiche au Vélodrome, compliqué de pas la mettre en prime, mais en effet, UBB Clermont qui nous ont pourtant offert des beaux matchs par le passé comme en H-Cup, mais là c'était vraiment compliqué. Et puis bon, c'est dans la lignée du UBB Stade Français. Romain, moi je me demandais sur le Castres La Rochelle. Je t'avoue qu'avec un autre camarade là, de la classe, Victor, on s'était appelé, on s'était dit est-ce que c'est pas le jour où Castres va lâcher? Alors je sais pas si toi tu te l'étais dit aussi, et ça renforce tes craintes sur Castres qui en fait on se disait bon. Ils ont quand même une marge, je pense, sur Perpignan et Brive, mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, puis là on entend, voilà, je crois qu'il y a eu séparation de l'entraîneur aujourd'hui, je ne sais pas si c'est fait, et en tout cas ça regarde du côté de Davidson, il me semble, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça, mais qui sont pas de nature forcément à beaucoup rassurer, ni les supporters, ni nous en regard extérieur. Alors oui, c'est officiel que Brancan a été démis de ses fonctions et je crois même que l'arrivée de Davidson, elle a été officialisée. Alors D'accord. si ça ne l'est pas, c'est très fortement chuchoté. Euh, Moi, contrairement à Clément, jusqu'à une demi-heure avant le match, j'avais pas parié contre Castres. Alors pas pour eux non plus, mais parce que depuis 2 heures et demie, quoi qu'il se passe, je parie pas contre eux quand ils reçoivent. Et quand pour tout vous raconter, j'étais en train de faire du sport et j'ai entendu Wilfried Templier annoncer le forfait de Roda Pieta et là effectivement j'ai mis La Rochelle parce que cette équipe castraise, plus que les autres années, a peu de marge et très peu de certitude. Et que bah, Taporo Pieta, apparemment, il y avait déjà des bruits, hein, comme quoi Brancan était menacé parce que, alors je sais pas quelles sont les causes réelles de son licenciement, mais il y a des bruits, ça ressemble un peu à Urios Intéressant. à Bordeaux, hein. Il y a des brouilles avec les cadres, ça se parlait plus avec certains joueurs et notamment des importants du vestiaire, etc. Donc effectivement, ça fait un moment qu'on dit qu'on l'avait vu venir, mais qu'on se dit, bon, on dit ça de chaque fois de Castres, comme on dit qu'ils seront pas dans les 6, mais bon, il y a un moment où ça dérape et c'est assez logique que ce soit ce jour-là, même si c'était difficile de parier aussi pour La Rochelle tant ils nous font des hauts et des bas. Mais là, globalement, c'est cohérent ce qu'a montré La Rochelle et Castres est à son niveau, quoi. Castres est à son niveau parce que il bénéficie aussi du fait que comme ils sont invaincus, les gens font plus facilement une impasse ou une demi-impasse en venant chez eux. La Rochelle l'a pas fait, ils ont ramené des points, ça peut ouvrir la brèche à d'autres. Bah, c'était un peu ça, Clément, toi qui nous avais dit, donc tu avais parié, donc il faut mettre les paris sur la classe sport. On va concurrencer notre ami Janus Sport, qui est un très bon tipseur de parieurs d'essai d'ailleurs, à souligner. Mais en effet, c'est vrai que La Rochelle avait pas fait l'impasse, et tu l'as dit, Romain, moi je trouve souvent, bah oui, c'est les dynamiques, quand Brive ou Perpignan commencent à perdre à domicile, bah, on envoie les grosses, la grosse équipe pour aller prendre les 4 voire 5 points de temps en temps à l'extérieur. À Castres, bon, on se dit, bah, c'est perdu, évidemment, comme toujours. La Rochelle, bah, des équipes arrivent à faire des coups, bah, ils le payent à domicile. Là, ils n'avaient évidemment pas le choix. Et cette victoire leur fait du bien au classement. Et c'est vrai qu'on pouvait peut-être, là, cette fois-ci, se dire, bah, c'est peut-être là où ça va craquer sur l'invincibilité. Donc, Clément, toi, tu l'avais vu aussi. Est-ce que c'est le même constat un petit peu que Romain avec voilà, cet effectif peut-être qui revient à son niveau et qui même perd un petit peu en confiance.
C'était plutôt, j'ai misé sur La Rochelle plutôt que sur la défaite de Castres. C'est-à-dire que La Rochelle avait plus trop le droit à l'erreur. On en a parlé, je crois, avec Romain dans un épisode précédent. Ils ont 3 défaites à domicile. Il va falloir aller chercher des points pour avoir ces 2 premières places, hein. Donc, et je pense que ça les intéresse. Donc, ils ont cette ambition-là, ils ont l'effectif pour, et je pense que là, c'est pour ça, et quand j'ai vu l'équipe aussi alignée, je me suis dit, bon, ils viennent pas en touriste, quoi. Et puis Castres donne des signes quand même assez alarmants depuis quelques mois. Même les victoires à domicile étaient assez étriquées, où franchement, il n'y avait pas beaucoup de certitude, pas beaucoup de marge, comme l'a dit Romain, c'est exactement ça, et on commençait à avoir les choses qu'on a, parce que enfin, moi j'en parle, je commence à en parler, mais c'est vrai qu'ils seront, j'en reparlerai un peu plus tard, mais de casse, mais voilà, on commence à voir les limites d'un effectif qu'on avait déjà vu d'entrée en début de saison, d'un recrutement un peu light, voilà, et des limites d'un effectif de profondeur notamment, quand on voit que voilà, c'est Lebrun qui remplace l'expérience d'un Roda Pileta qui est pourtant très bon, hein, c'est le moins, mais voilà, c'est pas pareil. Donc voilà, au bout d'un moment, tu le payes et finalement, il rentre dans le rang. Il rentre dans le rang, un rang qui finalement leur était un peu promis sur le papier. Après, le miracle castré nous empêchait d'y croire. Oui, et puis c'est vrai que bon, dans nos pronostics que je pourrais remettre, on les avait mis 6 ou septième. Je regardais Romain qui avait poussé ses pronostics. C'était intéressant d'ailleurs sur voilà, comment ça se passe le mieux et le pire. Et je pense qu'on les attendait évidemment pas, mais c'était compliqué de les attendre si bas après une première place. Voilà, parce qu'il faut se souvenir quand même qu'ils ont fait premier. Alors certes, dans une des saisons où il y a eu le moins de points, ils l'ont eu au dernier sprint final, là où Bordeaux s'est un peu écroulé aussi. Mais il n'empêche, il faut quand même être premier d'une saison régulière. Mais en effet, cette année problématique, tu disais Clément, à domicile, il y a eu le match nul, je crois, contre le Racing. Et puis sinon, c'est que des 25-20 ou des 20-15, 20-18. Donc évidemment, ça tournait pas loin et ça va peut-être. Voilà, La Rochelle, de toute façon, je pense vraiment La Rochelle, de toute façon, n'avait pas vraiment le choix. La belle équipe dont tu as parlé, ils les avaient envoyés hein, à domicile aussi. Ils devaient, je pense, très chèrement se racheter parce que la défaite à domicile de cette équipe était vraiment impossible à concevoir pour une équipe comme La Rochelle. Mais bon, en tout cas, oui, Castres qui descend. Est-ce que toi, Romain, et puis on va parler comme ça va nous permettre de parler un petit peu du maintien de Pau, Perpignan et Brive. Est-ce que tu es inquiet sur la possibilité peut-être de voir Castres faire un barrage, étant donné, ça permet de faire une transition, que Perpignan a quand même une dynamique, même si voilà, Castres doit avoir une marge face à Perpignan. Euh, Ça s'est quand même bien resserré. Mm. Ça s'est quand même bien resserré. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra de. Là, l'incertitude, c'est ce que va donner Davidson à Castres. Ils vont chercher un entraîneur qui vient de se faire virer de Brive parce que ça n'allait pas dans la lutte pour le maintien. Je sais pas s'il est capable et je sais pas si c'est même possible au rugby d'avoir un électrochoc sur un groupe pour arriver à le ressouder rugbystiquement de façon à être performant sur quelques mois. Moi, j'ai des exemples réussis en tête, mais c'est des exemples où la décision de changer de staff a été prise assez vite parce qu'il y a toujours, c'est pas comme au foot où d'un coup, sur un esprit conquérant, on arrive à remettre la marche avant. Ça marche pas au rugby ou très très peu. Surtout avec le top 14 homogène. Donc, il y a cette incertitude-là. Euh, et puis après, bah, ça dépend toujours aussi beaucoup du calendrier. Euh, C'est-à-dire que là, il est pas vraiment clément avec eux, le calendrier, parce que ils viennent de perdre chez eux et donc tous ceux qui vont vouloir prendre des points ou qui ont besoin de points feront pas l'impasse chez eux. Donc là, les 3-4 prochains matchs, ça va être Et tendu, hein. Ils vont à Bayonne, ils vont à ils Pau, reçoivent Lyon, ils vont à Pau et à ouais, Brive. ils vont à Pau, à Brive et dans les gros qu'ils reçoivent, ils reçoivent Lyon, Toulouse. qui est sans doute l'équipe la plus en forme. Toulouse, qui sera juste post top 14, post doublon. Je crois que c'est la première journée après les doublons pour Toulouse qui va chez eux. Donc en fonction de comment ça sera, de comment se seront passés les doublons.
sachant qu'ils vont Toulouse, ils vont au Racing, ils reçoivent Pau, donc c'est pas gagné cette affaire. Donc là ça peut être une descente un peu compliquée. Après ils vont à Montpellier, donc peut être chaud, hein. S'ils ont la tête au fond du seau, qu'ils n'arrivent pas à sortir très vite, ça peut dégringoler très vite. Et là, je crois que tu affiché le classement, hein. Perpignan est à 2 points, ils sont à égalité avec Pau. Et sur la dynamique là des trois, c'est l'équipe qui m'affiche le moins de certitude, hein. Oui, et puis Vraiment. on parlait de bascule, de match, un peu de notre crème renversée où l'un gagne, l'autre perd. On avait parlé pour Brive-Perpignan, bah, au moment où Brive avait pu le faire dans le sens positif, et puis après il y a eu le retournement, voilà, on sait que ça va vite, mais en tout cas la semaine prochaine, Perpignan reçoit Bayonne. Alors je sais pas si c'est la semaine prochaine, et c'est dans 15 jours ça. Oui, Castres va à Bayonne, Non, Perpignan ira à ils vont à Bordeaux. Bayonne. Donc il y aura peut-être deux défaites, Ils étant vont. donné que Ah, Bayonne est invaincu à domicile, mais je parlais plutôt, oui, voilà, dans 15 jours où Perpignan reçoit Bayonne et Castres reçoit Lyon, et tu l'as dit, Lyon est très en forme, jouera le top 6, et vu l'homogénéité et le côté rapproché des points dans le top 6, Lyon, et puis Lyon a quand même des qualités pour faire un petit peu tourner sans complètement changer son effectif et être très dangereux, sur un bon match notamment. Donc en effet, dans 15 jours, on en saura peut-être plus, et puis là, comme tu l'as dit, 20e journée, ça peut commencer à chauffer. Je sais pas toi, Clem, comment tu le sens? Bon voilà, je pense qu'on est tous inquiets pour Castres au vu de la dynamique, et puis une dynamique à la 18e journée qui est celle-ci, bah, c'est bien plus dangereux qu'une dynamique comme celle-ci à la 5 ou 10e journée. Est-ce que tu vois Perpignan potentiellement aller chercher voilà, Castres, si Perpignan arrive à maintenir aussi cette dynamique, hein, parce que ça peut s'écrouler derrière. Ah bah, ça s'est clairement resserré. Comme l'avait très bien dit Romain dans une émission aussi précédente, il avait parlé pour Perpignan, parce qu'il devait changer de staff, et on se posait la question du Mm. timing et justement, est-ce que c'est pas trop tard? Et là, on est encore plus tard. Mm. Effectivement, là, il reste quelques journées. Bon, il reste quand même un petit peu, il reste beaucoup de points, mais le temps de faire un électrochoc comme ça, ouais, j'ai des doutes. Après, ceux de derrière ne gagnent pas non plus, ne sont pas impériaux. Donc bon, ils ont quand même, voilà, ça laisse quand même une petite marge. Notamment, je pense à Brive, hein, je pense à Brive qui est quand même un peu décroché, qui est à 6 points, et 6 points sur 30, bah, ça représente quand même un gros pourcentage. Donc voilà, ils ont quand même cette petite marge. Mais clairement, Perpignan, qui était au fond du trou il y a un mois, là, ils viennent faire 3 victoires. Et surtout, ils viennent d'engranger beaucoup de certitudes. Ça a commencé par un match au Stade Français, qu'ils ont gagné dans la difficulté, avec toujours les mêmes problèmes, avec beaucoup d'aide de l'arbitre aussi. Et ensuite, ça continue avec la victoire à Brive grâce à un vrai match à l'extérieur, quoi. Plein d'expérience, de pragmatisme, mené 19-10 à 10 minutes ou 5 minutes de la fin, et ils arrivent à décrocher la victoire, qui a finalement soudé le groupe. Et là, par contre, on est sur un Perpignan joueur, hein, qui a étrillé les Palois avec 6 essais. Alors, bon, toujours quelques match très, très ouvert, hein, mais qui a surtout montré de la vista, qui a montré beaucoup de vitesse. Moi, je trouve qu'il y a une association 15-10 McIntyre-TDR qui fonctionne du feu de Dieu. Après, enfin voilà, il y a le talent qui ressort en fait. Il y a les De La Fuente, voilà, j'en oublie là, mais voilà, McIntyre, TDR, il y a des mecs en forme vraiment. Et ça, c'est vraiment positif pour eux. Et donc, la dynamique, quand on vient de parler de celle de Castres, bah, clairement, oui, oui, il n'y a que 2 points d'écart pour l'instant. C'est sûr qu'on donne plus une pièce sur Perpignan. Après, comme tu as parlé de crème renversée, il faut faire attention. Ça peut Mm. vite revenir dans le bad pour Perpignan. Mais bon, la dynamique semble être lancée, au contraire de celle de Castres, ou bien même Pau, hein, dont on n'évoque pas trop, mais qui fait pas non plus, enfin, qui donne pas beaucoup de certitude. Voilà, bon, voilà, Brive est un peu éloigné, et Castres, Pau stagne et inquiète un petit peu. Et donc là, maintenant, ils peuvent voir un peu plus haut, et ça pourrait même être libérateur pour eux. Voilà. Ouais, ouais, ce À sera. noter l'absence d'ACBS qui a tout changé aussi, hein. Ouais. Oui, clairement. Ah ouais, non, non, C'est mais vrai. t'as raison. Ah Et ouais. ça libère sur le jeu d'attaque, sur aussi l'état d'esprit, hein, je pense, de ceux qui jouent plus libérés. Enfin, vas-y, Romain, pardon. Mm. Non, après, en fait, on dit ça un peu toutes les journées, mais la prochaine pourrait, là,
il y a eu, bon, à part Castres qui se fait battre chez eux, mais ça aurait fini par arriver, hein, à part une ou deux équipes, il n'y a pas grand monde qui finit invaincu à domicile chaque saison. Donc ça, à la limite, c'est pas vraiment un drame. C'est surtout que là, on n'a pas eu de vraies grosses surprises de doublons. C'est-à-dire que, Mm. il y a un truc qui peut vraiment changer les choses, c'est Pau l'an dernier s'est sauvé en faisant, si je dis pas de bêtises, trois victoires d'affilée en battant Toulouse, La Rochelle et Bordeaux à Bordeaux Ouais. pour quasi s'assurer le maintien avec une équipe qui est pas beaucoup plus solide que celle que l'on a aujourd'hui. Si moi, la semaine prochaine, enfin samedi, tu me dis, alors que c'était un vrai doublon et que Toulouse récupérera sans doute personne, vu le match qu'ils ont fait ce week-end, si tu me dis, pour ils mettre la grosse équipe, ils peuvent taper Toulouse, je suis Mm. pas étonné, hein. Je suis pas étonné. Et Toulouse en aura, entre guillemets, rien à foutre de l'invincibilité à domicile et de perdre ce match-là. Ils iront chercher des points ailleurs. Et si Pau fait ça, bah, tu te dis, bah voilà, là, t'as renversé clairement la vapeur, t'as mis de la dynamique, ils reçoivent La Rochelle la semaine d'après. Castres a vraiment un calendrier compliqué, Brive a vraiment un calendrier compliqué. Donc, donc voilà. Donc je pense que, en fait, ça va se jouer à, comme d'habitude, une surprise sur un doublon. Tu vois, quand c'est Bayonne, je crois, qui était venu gagner à Toulouse, pareil, dans les doublons que Pau avait gueulé à l'époque parce que ça a faussé, entre guillemets, de championnat dans ce sens-là. Ben, là, tu peux l'avoir en sens inverse où Pau peut largement venir gagner si Toulouse fait un non-match comme cette semaine et en plus, tu leur enlèves les deux, trois joueurs, là, d'ailleurs, qui certains ont été bons, que ce soit Kroos, Jaminet Mm. a pas été bon, mais d'abord, si tu l'enlèves, t'as plus de buteur, etc. T'en enlèves deux, trois de plus que ce que tu avais ce week-end, ça peut tourner rapidement en la faveur de Pau. Et ça, une victoire à l'extérieur à Toulouse, bah, c'est pas dans le plan de marche, hein. Donc derrière, ça te donne de l'air pour sereinement le reste du championnat qui est beaucoup plus simple dans le calendrier pour Pau que pour les autres. Donc je suis moins inquiet pour eux. Donc presque, j'aurais tendance à être plus inquiet pour Castres, qui si Perpignan continue sur ce lancer-là que pour Pau. Ouais, on verra en effet, tu as raison de souligner, je te rejoins. Voilà, Pau, attention, je pense qu'ils ont les cartes en main, ils l'ont montré face au Racing quand il a fallu répondre présent et prendre les points, ils les ont pris de manière, en plus avec la manière. Voilà, faut faire attention parce que c'est avec Toulouse là-bas, même si Toulouse en aura un peu rien à faire et aura une équipe vraiment diminuée, bon voilà, ça reste Toulouse à domicile et c'est toujours dur à prendre. Et Pau derrière enchaîne à domicile contre La Rochelle, certes en période doublon entre deux matchs, mais on a vu La Rochelle, il n'y a pas trop de soucis pour aligner une équipe quand même très compétitive pendant cette période-là. Et Pau a quand même gagné à La Rochelle, donc je ne sais pas s'il y aura cet esprit de revanche côté La Ouais, Rochelle, mais dans ça peut jouer. La Rochelle, ils reçoivent Brive et Mm. la journée d'après, là où ils se déplacent à Pau, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière qui est en doublon ou semi-doublon avec le top Semi-doublon, ouais. 14. Mm. Après, derrière, voilà, derrière, il y a la Coupe d'Europe qui va reprendre. On sait que ça fait partie de leurs Oui. objectifs. Donc, si là, ils ont enchaîné deux victoires, une à l'extérieur à Castres, une, pourquoi pas bonifiée contre Brive, c'est pas impossible que ça tourne un petit peu pour aller à Pau en vue d'aborder les phases finales Mm. et la Coupe d'Europe un peu plus sereinement parce que là, s'ils s'en sortent s'ils reprennent 5 points, ils auront, à mon avis, un peu de marge parce que, il y a des rencontres entre concurrents qui vont arriver. Ouais, ouais, c'est certain. Peut-être pour parler, je remets le classement. Clément, par rapport aussi à ce qu'on t'a dit, ce qu'on s'est dit, voilà, je vous demande un peu de Madame Irma. On arrive à la 18e journée, sprint, voilà, le dernier quart à peu près du championnat. Est-ce que tu vois des favoris se détacher pour le top 6? Est-ce que tu vois Bayonne et le Stade français, voilà, qui sont quand même les deux surprises. C'est pour ça que je cite le Stade français et Bayonne, parce qu'on les avait mis quand même assez loin au classement. Tenir sur ce top 6 ou des plus cadors, plus habitués au top 6, type Bordeaux, Toulon, voire Montpellier, un champion de France qui est quand même un petit peu à la traîne, revenir dans ces places-là. Oui, oui, alors pour moi, Paris, oui, va le faire, hein. Déjà, ils ont une petite marge, hein, Mm. puisqu'il y a quand même 7 points avec Bordeaux. Ouais. Ce qui est vraiment pas anodin. Ils sont sans être géniaux, ils ont encore, même à Bayonne, fait un match où
ça se joue à rien. Et on peut même dire que c'est la Baraka, Lopez et Bayonnes qui ont un peu sauvé le match. Donc, non, je les vois rester. Bayonne, je pense que ça va être plus difficile vu ce qu'il y a derrière et il va falloir maintenir un niveau de performance. On voit que c'est, bon, voilà, déjà rien que le match de samedi, ça va être un peu plus compliqué pour rentrer dans les 6, notamment vu le nombre d'équipes et commencer à resserrer. C'est-à-dire que voilà, ça va se jouer à rien et je pense que voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà, par contre, Lyon, clairement, je les vois pour un candidat très sérieux. Euh, Au-delà de la dynamique, au-delà de la continuité là, qui sont en train de mettre en place avec 4 victoires d'affilée, il y en a une à La Rochelle quand même qui est symptomatique, qui a créé quelque chose, je pense, et une là contre le champion en titre, dans un match vraiment à l'inverse de ce qu'ils produisent d'habitude, c'est-à-dire que ils ont toujours été plutôt sympas dans le jeu, etc., à regarder, avec beaucoup de talent, etc. Mais une défense, on en a parlé, je pense, dans les émissions précédentes, voilà, une défense gruyère, avec voilà, des sautes de concentration pendant le match, une conquête qui pouvait être défaillante, notamment contre Brive en touche. Et là, c'est un peu, ils ont eu une conquête plutôt solide sans être géniale. Et par contre, une défense dans les zones de marque qui a été vraiment très efficace. Et eux, à contrario, ils ont été un peu réducteurs dans le jeu, quoique hein, mais un peu plus que d'habitude peut-être, et surtout très très pragmatique. Et voilà, trois erreurs de Montpellier, 3 essais, quoi. Euh, on a vu aussi la profondeur de l'effectif, ça c'est très positif pour eux, avec les jeunes là qui sont vraiment en forme, à l'image d'un Guillard qui a Mm. été énorme. Et voilà, malgré ces 21 points encaissés quand même contre Montpellier, voilà, c'est quand même voilà, cette différence dans les zones de marque qui pour moi est un gros révélateur. Et si on enlève ce gros point faible là, de la défense et qui commence à être réglé, la puissance, la profondeur d'effectif, les ambitions dans le jeu et la jeunesse, voilà, ça peut être pas mal. Et en forme près de la ligne d'arrivée, je pense qu'il faudra compter sur eux. Ouais. Ouais, ok. Et, donc plutôt Lyon. Donc tu parlais pas de Montpellier. Alors Romain, je te laisserai nous dire tes favoris. Montpellier, peut-être un peu d'inquiétude avec un Béconnier blessé, Mercer qui s'est pété. Alors peut-être pas pour si longtemps, en tout cas moins longtemps que Béconnier. Mais peut-être qu'on ne verra pas le champion de France disputer les phases finales cette année. Deux et 6 semaines annoncées, 6 semaines pour Béconnier, 2 pour Mercer. Euh, ouais, là, moi pour le coup, bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis assez d'accord, hein. Sur Lyon, on va rappeler quand même qu'il leur manque peut-être leurs 2 meilleurs joueurs depuis le début de saison, avec Nignashvili et Dumortier qui étaient absents ils sont restés avec leur sélection. Donc tu me rajoutes ces 2 gars-là aux ailes ou à l'arrière avec la paire de centre qui a été très très forte ce week-end, Marakou et Tuisova. Donc ça peut être solide. Il leur manque aussi Saginadze en troisième ligne qui leur faisait du bien, même si Taufua s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Non, c'est intéressant, hein. C'est intéressant ce que fait le Loup, parce que moi en plus je voyais bien Montpellier faire un coup, parce qu'en ayant perdu la semaine d'avant, ou il y a 15 jours contre Toulon, je les avais trouvés mine de rien plutôt intéressants. Donc, effectivement, dans les autres, entre guillemets, La Rochelle de temps en temps, mais sur la dynamique, c'est plutôt Lyon. Euh, Ensuite, dans les perspectives, j'ai un peu de mal parce que alors, ils ont un petit peu d'avance, mais il faut se rappeler qu'ils en avaient beaucoup plus il y a 3 journées, Paris. Là, ils viennent, parce qu'on parlait de Bayonne, je pense que ça va un petit peu glisser aussi, puis ils ont des matchs un peu compliqués. Mais surtout, Paris, en fait, contrairement notamment à Lyon dont on vient de parler, ils viennent de perdre 2 matchs. Mais que je dis perdre, ils les ont perdus, hein, parce que l'adversaire pas leur donné, parce qu'ils avaient fait des belles parties, mais à Perpignan et à Bayonne, ils doivent 100 fois les gagner, ces matchs. Il suffit Les juste deux, d'avoir hein. Ah ouais, les deux, hein. Enfin, allez, au moins un des deux, si t'as pas de chance sur un, mais la non-réussite cumulée de leurs buteurs sur ces 2 matchs est criante. Je fais partie de la confrérie des buteurs depuis très longtemps. Alors je dis toujours qu'on perd jamais à cause d'un buteur.
Mais, là, force est de constater que c'est des mecs qui, sur des matchs à pression où là, tu te serais offert 2 jokers, t'en prenais juste un des deux. Ah, je les mettais presque dans les 2 sûrs d'ici à la fin de saison. Mais là, tu te retrouves à la merci alors que t'as le match à gagner, quoi, que ce soit second ou para ce week-end. Pas le droit de pas en mettre une de plus, quoi. C'est 2 matchs à moins de 50% au but, c'est pas normal. Donc je suis un petit peu inquiet pour eux et là pareil gros calendrier pour eux, hein. Que des Gros adversaires calendrier du top pour 6, le ouais. Stade. Enfin, Ouais, à part je crois qu'ils ont Brive au milieu, mais mm. sinon que Vers la des fin, ouais, vers la fin, ouais, Brive. Mais sinon, c'est trois voilà. adversaires. Montpellier à domicile qui va vouloir. Voilà, ça va être un. Bah, si Montpellier perd, Montpellier vraiment s'éloignera du top 6. Et puis après, il y a du Ouais, dernière Toulon, chance, ouais. du Toulon et du Racing. Donc, et puis là, esprit de revanche, le Racing, au-delà du besoin de points, parce qu'il faudra être dans les 6, il y aura l'esprit de revanche en plus. Voilà, c'est pas fait, en effet. Ça peut vite glisser vu que c'est très serré et que jusqu'à Toulon, a aussi potentiellement une belle dynamique à jouer. Donc, Ouais, donc à mon avis ça va être compliqué. Alors Montpellier dernière chance ce week-end, hein. Enfin oui ce week-end mm, à Paris c'est dernière chance ce Ouais, week-end. là, Si voilà, mm, s'ils gagnent là, ils se relancent complètement parce qu'en fait ouais, ils reviennent à une victoire ou quasi de Paris. Ils doivent revenir à 5 ou 6 points. ouais, Et ils se relancent complètement dans la sept. course. S'ils gagnent pas ce week-end, c'est mort, je pense pour eux. Euh, et après ouvert, ouais, je pense que Bayern va glisser un peu. Il y a des gros matchs quand même. Le Racing, je sais pas quoi en penser, si ce n'est que j'ai pas été convaincu une seule fois en les voyant jouer depuis le début de la saison. Mais, mais ils sont là. Ils sont cinquièmes, ils sont à 1 point de La Rochelle, à 2 points de Lyon, donc obligé de les considérer. Mais jamais je ne suis convaincu par le Racing. C'est terrible. et moi, ils sont en train de faire la saison que Mm. j'attendais d'eux. C'est-à-dire que personne n'avait trop confiance. Moi, je les ai mis dans ces 6 parce que voilà, c'est une équipe qui a tellement de potentiel. Voilà, je pense qu'ils vont y rester, je pense, dans ces, dans ces 6. Alors, effectivement, on montre encore un match vraiment moyen contre Mm. Brive. Je dirais même que Brive a perdu le match tout seul, hein. Donc, ils ont fait 2-3 accélérations, effectivement, mais bon, si Brive n'avait pas donné 4 essais, ça aurait été difficile d'en marquer, vu la pauvreté. Mais voilà, je sais pas, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils sont capables d'aller gagner un petit match à l'extérieur, comme ça, À sur un coup de Toulon. tête. Donc, ouais, un peu partout en France, en Mm. fait, hein, Oui, même ils oui. peuvent aller gagner. Ouais, Ouais, ils font match nul à Castres, hein. ouais, Ouais. voilà. Bon, ils peuvent aller faire un truc comme ça. Et C'est vrai qu'il bon, ils nous peuvent aussi perdre impressionne à domicile jamais. de 40 points, mais Mm. bon. Voilà, c'est une équipe vraiment, voilà, tu mises tout sur le nom et sur le roster, mais Mm. Et puis il y a on pourtant voit quelques que failles, hein, on le voit bien, voilà. on le voit bien, mais bon. Et on voit en plus que derrière, il y a quand même, certes, le roster est beau, mais il y a quand même des failles sur certains, voilà, sur certains postes doublés. Voilà, c'est quand même moins bien. Et ils sont en doublon là quand même, hein. Oui, Ils sont en oui, doublon, hein. ouais, certes, mais oui, oui, après ils perdent, bon, ils perdent pas non plus tant de joueurs que ça par rapport à d'autres équipes, et on voit que vite. Ficou Russell, ça fait mal, hein. Ah, c'est vrai, mais voilà, si on parlait juste de ceux qui sont devant, et voilà, il y a encore plus de joueurs, même à l'UBB par exemple, je pense que ça fait encore plus mal, tu vois, certains joueurs perdus, mais en effet, bon après, Ah, un surtout, oui, un surtout. surtout. Deux, mais l'autre il est blessé. Ouais, surtout un, et puis non, et puis Moefana aussi quand même pour l'UBB, mais en tout cas voilà, on verra, et d'ailleurs pour l'UBB là aussi, qui sont un peu entre deux, qui jouent vraiment mal, qui perdent mal, mais qui gagnent mal à domicile. Voilà, on verra, parce qu'on sait que cette équipe a vraiment voilà, un game changer avec Jalibert, on l'a vu l'an dernier, on le voit cette année. Voilà, je pense que cette équipe repose énormément sur le talent de son demi d'ouverture. Ah ouais, complètement, hein. Ouais. Mais moi, je pense qu'ils vont, que les deux vont y aller pour les raisons qu'a évoqué Clem. Je crois que j'avais mis la même chose. Les deux dans les 6, mais sans aucune certitude C'est ça. et pas du tout favori pour la suite. La différence, c'est que je crois que j'avais mis du bébé un peu plus haute parce que, ouais, voilà. Parce qu'ils ont Mathieu Jalibert et que lui, il peut gagner un match tout seul. Que Russell peut le faire, mais qu'il le fait qu'une fois sur deux, alors que Jalibert, il le fait à peu près tout le temps quand il est sur le terrain. Ouais.
Non, Ouais, non, tout à fait d'accord. Moi aussi, les deux, je les vois dedans. oui, Et oui. quid de Toulon après? Et on avait mis Voilà. Toulon aussi un peu dans le même registre avec cette ligne arrière capable de gagner, et puis qui nous l'a prouvé cette année, capable de gagner n'importe quel match par voilà, des choses assez exceptionnelles qu'elle peut produire Toulon, malgré des hauts débats. Toulon, il leur manque un capitaine de touche Hmm. d'être. Ils sont à ouais, un capitaine de touche d'être parmi les favoris. Ouais. Euh, parce que leur conquête en touche est catastrophique. On a tendance, et à raison, sur les dernières semaines, à fustiger un petit peu Christopher Tolofoy qui avait été titulaire souvent et qui nous a envoyé quelques pizzas un peu mémorables. C'était le cas. Enfin là, ce week-end, notamment contre Toulouse, où ils se font contrer un nombre de fois incalculable, c'est quasiment voire jamais la faute du lanceur. C'est toujours une imagination faible ou une lecture exceptionnelle, mais c'est pas possible qu'à ce niveau-là, il y ait une À lecture chaque fois. aussi bonne, aussi intelligente soit Roumat. C'est pas possible. Non, j'avoue, Non, non, ils ont été en grosse, grosse ouais, ouais. difficulté. Ouais, souvent, hein. C'est vrai que ça dure, mais voilà, Et à comme Brive, ils ont perdu le match là-dessus, hein. À Brive, ils ont perdu le match là-dessus ouais. aussi. Et C'est pas c'est la première fois de la saison, hein. Et ça peut être fatal en effet, voilà, sur des matchs, si tu joues La Rochelle en barrage ou autre, ça peut être compliqué de gagner sans cette conquête et sans la touche, mais on verra parce qu'ils ont quand même voilà, des forces assez incroyables à l'arrière qui peuvent vraiment piquer à tout moment et bon, ce sera intéressant de voir voilà, comment ils se positionnent, même si après il n'y a pas de place pour tout le monde, mais c'est vrai que si Stade Français et Bayonne sautent, c'est plutôt ces trois clubs qui rentreront. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Oh, mais je vous pose la question. C'est la performance de Waisea Mm. voilà, je retrouve pas le Waisea virevoltant, je trouve, cette saison. Et là, sur ce match, je l'ai trouvé vraiment à la limite du catastrophique, hein, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes de balles. Alors, il fait une percée, c'est vrai qu'il est capable, on le voit, hein. Il cherche beaucoup le contact aussi, je trouve. Ouais. Il est beaucoup moins dans l'évitement et beaucoup plus dans le centre qui vient fixer. Je le trouve moins véloce aussi. Et puis il y a eu enfin, il a fait 3 ou 4 en avant, des ballons arrachés. Bon, c'était pas trop son style. J'étais un peu surpris. hmm. Moi, je veux pas faire de délit de sale gueule, mais je crois que il est revenu de sa blessure un peu hors de forme. Mm. Ah ouais, mais ça se voit, il est Ça se lent, hein, voit, il est ouais. gros, quoi. Enfin, tu vois, il Ouais, est, ouais. Même physiquement, ça se Ça voit se qu'il est voit, pas ouais. fit comme il était. il est pas Voilà. véloce, voilà. Ouais. C'est Bon, pas il a eu une tonique. blessure. Voilà, il a une blessure chiante. Hein. Il s'est arrêté plus de 2 mois pour une blessure à un genou. Il a quand même 32 piges. Il fait ça sans diplôme presque. Donc, Ouais, c'est voilà, vrai, c'est un c'est peu vrai. dur. Mais sûr, ouais, physiquement, il a l'air pâteau et même Mm. ça, enfin, ça se voit. Ils ont des maillots qui les mettent pas trop en avant, à l'avantage le RCT, mais Ouais. ouais, il fait pas fit comme il était. Non. Donc, je pense que bah, tant mieux. S'il enchaîne les matchs sans se blesser, juste l'enchaînement va faire que. Oui, Ouais, plus tout à Donc, fait. l'entraînement et la muscu, ça va le faire. Mais moi aussi, je l'ai trouvé vraiment. Surtout ce qui m'a marqué, ce que tu disais, Clément, je suis d'accord, pas dans l'évitement. Il prenait la balle, il fonçait, et donc forcément, tu fais plus d'en avant, parce qu'au contact, c'est plus compliqué de garder la balle. Donc c'était surtout ça. Après, peut-être qu'il cherche des repères aussi pour se rassurer sur les Après, ça peut contacts. faire partie de son jeu parce qu'il est puissant et ça peut faire partie de son jeu. Mais là, je trouvais que c'était vraiment systématique et voilà, parce qu'il a vraiment toute la palette et il est capable, hein, de faire d'un centre en puissance, dans l'évitement, jouer à l'aile, jouer après contact. Il peut tout faire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était. Mais c'est peut-être effectivement, comme dit Romain, en lien. Voilà, c'est un retour de blessure aussi, hein, voilà. Donc, oui, puis il avait quand même été plutôt bon à Montpellier il y a 15 jours. J'avais trouvé, moi. Mm. Mais, j'ai pas vu le match, non. ouais. Ok, bon, on fait une petite transition, on se termine sur ce top 14, on en reparlera la semaine prochaine, mais pour terminer l'émission, là, sur les 20-25 minutes qui nous restent, pour revenir un petit peu sur le France-Irlande, enfin sur le Irlande-France de la semaine dernière qu'on attendait, donc on en avait beaucoup parlé depuis nos nombreux débriefs, notamment de la tournée. Voilà, c'est un match qu'on attendait, je pense que voilà, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'ai pas été déçu. L'intensité, ouais, c'était assez incroyable. Ça faisait longtemps
Enfin, j'ai rarement même vu un match d'une telle intensité, honnêtement. C'était un très beau match, en plus avec deux équipes. Enfin, personne, voilà, il n'y a pas eu de gros décrochages. Les Irlandais, évidemment, étaient très durs à prendre. Pas mal de petites choses à redire. Évidemment, ça joue à pas grand-chose sur, voilà, sur des essais accordés avec quelques réalisations qui ne le font pas, mais hein, on le fait tous. Donc chaque pays a son petit lot de ce genre de choses, mais voilà, ça s'est pas joué à grand-chose. Au final, quand même, les Irlandais gagnent avec une petite marge. Je sais pas, déjà, Romain, toi, au moins l'analyse de l'émotion sur l'intensité qu'il y a eu, est-ce que c'est un match qui, comme beaucoup de gens, t'ont impressionné ou en fait, peut-être que tu as moins ce sentiment-là que nous? Si, même derrière la télé, surtout, tu voyais que, bon, alors, il y a eu un record. Ça, c'est un des records, hein. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, ces records-là, mais il y a eu, je sais plus, 45 minutes de temps de jeu effectif. Hmm. Euh, 46, ouais, 46. Ouais. 46, Ouais. c'est démesuré, Oui. hein. De top 14, c'est autour de 34-35. Ouais. Les meilleurs matchs de Coupe d'Europe internationaux, tu dépasses péniblement les 40, mais c'est très très rare. Donc, euh, donc oui, très impressionné par ça. Après, euh, pas raconter ma vie, mais je suis pas impressionné par l'Irlande parce que j'adore ce qu'ils font et que nous, en club, c'est le système de jeu que l'on essaie de mettre en place. Donc, je l'ai beaucoup étudié pour essayer de comprendre tout ce qu'ils faisaient. Et en fait, bah, ils ont déroulé ce qu'ils font. Sauf que comme ils le font depuis des années et qu'ils le font également en club pour la grande majorité avec le Leinster, bah, tu sens que la fluidité est incroyable et que après 3 temps de jeu, ils arrivent toujours à trouver des automatismes parce que ils ont des réflexes naturels autour de Johnny Sexton. Euh, et puis, ça a montré aussi que l'équipe de France, sans faire ni un mauvais ni un grand match, a pas de marge, en fait. Bon, tu peux pas prétendre battre l'équipe d'Irlande avec ce qui nous a manqué sur le terrain et ce qui nous manquait et, euh, et ce qui nous manquait par rapport aux hommes clés que l'on a eu qui nous ont permis de faire la série de victoires. Et puis voilà, on n'a pas de marge dans le sens où il y a deux, trois adaptations arbitrales qui font que ça nous enraye la machine. Et bah, nous, on est de suite un poil moins performant sur certaines zones où on était très fort. On est un peu moins performant parce que il nous manque 3, 4 titulaires peut-être de l'année d'avant. Un banc un peu moins solide et de suite la différence elle est grosse parce qu'il n'y a pas photo sur le match en fait. Même si il y a un moment où on garde espoir, où on se dit putain on va revenir, mais en fait sur l'intégralité du match il n'y a pas vraiment photo. Oui, c'est vrai que ce début de seconde mi-temps nous donne l'espoir de se dire bah, on peut revenir, mais très vite l'Irlande retrouve ses phases de jeu à dérouler, comme tu l'as dit, avec beaucoup, beaucoup de fluidité et d'automatisme qui avaient déjà impressionné sur les tournées, notamment en Nouvelle-Zélande, et qui l'ont remontré. Et en effet, peut-être que, je sais pas ce que tu penses toi aussi Clément, mais la marge des Français, en effet, s'il y a des petites choses qui s'enrayent dans la machine, comme peut-être voilà, des titulaires pas présents, Aldrit un peu à bout de souffle et beaucoup moins présent et ça change beaucoup de choses pour notre système de jeu. Voilà, peut-être qu'on a moins de marge que ce qu'on pensait. Ouais, bon, moi, ça fait des semaines que je le dis ici, hein, Mm. voilà, hein, déjà à la tournée de novembre, encore contre l'Italie. Voilà, je trouve que la marge était déjà faible, voilà, et là, on l'a vu, parce qu'effectivement, c'est une victoire méritée de l'Irlande qui a connu quand même quelques difficultés. Voilà, qui s'est fait peur dans ce match et qui est libéré par un essai à la 72e minute. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est la première nation mondiale. On peut pas non plus espérer venir écraser l'Irlande en Irlande comme ça. Moi, au contraire de Romain, peut-être que sur ce match, je suis un peu plus enthousiaste. Voilà, c'est-à-dire que ça montre quand même qu'avec des joueurs moins performants, un arbitrage défavorable, voilà, pas de Movaca, pas d'Aldrit. Enfin, Aldrit était là, mais c'est comme s'il n'était pas là. Il peut jouer 50 minutes et encore, hein. Un Dupont qui a été très bon, mais qui se concentre sur des tâches défensives notamment. Euh, Bon voilà, sans ça, on a quand même mis en difficulté cette première nation mondiale, notamment autour de la 50e, où je pense qu'il y a quand même des décisions
clés au niveau de l'arbitrage. On pourra tout me dire, hein, que oui, ils viennent 8 fois dans notre ligne, etc. Mais ils n'ont pas mis les essais. Bah, il s'est mis 3 fois sous le ballon. Donc voilà. On les a fait douter, quoi. On les a fait douter. On met un essai magnifique. Il y a cette action à la 50e minute où Penaud doit marquer. Et, où il y a encore voilà, une énigme pour moi de l'arbitrage. Je reviens dessus parce que ça m'en fout, là, moi, le sport que j'adore, un sport que je vois frôler l'amateurisme comme ça, quand je vois que World Rugby me lance des nouvelles règles dans une région du monde, avec un carton rouge temporaire, que c'est sans arrêt dans l'expérimentation, etc. Ben, j'en peux plus. Quand je vois le top 14 arbitrer ce week-end dans les rugs, et quand je vois le samedi d'après en tournoi destination commencer à arbitrer, quand je vois le grattage de McCluskey à la 50e minute à 5 mètres de sa ligne, quand je vois le grattage de Macalou et de Marchand à 10 mètres de notre ligne à la 70e minute qui sont pas arbitrés de la même façon, ce manque de cohérence, en fait, tout ça, ça me gonfle un peu, je le dis, hein. Et c'est pas de la faute de l'arbitre, c'est pas, Barnes n'a pas essayé d'avantager l'Irlande. L'Irlande mérite son match, etc. Mais tout ça, ça donne de la confusion et en fait de l'amateurisme. Et pour revenir au match, ben voilà, un match effectivement où on a été dominé, mais qui aurait pu tourner différemment. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si Penaud marque cet essai, est-ce qu'ils auraient marqué derrière, si un grattage est nain. Voilà, donc c'est une équipe quand même irlandaise qui était sûre de son fait, qui est, voilà, comme je le répète, première nation mondiale, qui a battu en tournée les Blacks, qui est en toute confiance, qui doit aller chercher ce tournoi parce qu'il est favorable pour eux. Et finalement, je pense qu'ils ont pas mal douté. Et voilà, nous on a connu quelques scories aussi, ça je voulais aussi le dire, c'est-à-dire que nous on a changé un peu de jeu, on a développé un peu de jeu, on a beaucoup trop relancé, certes, on a beaucoup trop joué dans notre camp, c'est vrai. Sauf que on n'aurait jamais marqué cet essai magnifique. J'ai vu aussi des choses où ça se joue pas à grand chose. La combinaison entre Aldrit et, euh, et Dupont dans leur 22, je veux dire, s'il va de l'autre côté, je pense qu'il va laisser. À un moment, Dupont fait une percée aussi, Aldrit perd un ballon, on se fait contrer. On s'est fait beaucoup contrer, mais ça s'est joué sur des petits scories. Et grâce à l'extrême bonne aussi défense de l'Irlande contre une autre équipe, je pense que ce genre de match aurait pu faire très mal, notamment dans le volume qu'on a entrepris. Voilà. Ouais, c'est certain. J'ai pas après. Désolé, j'étais un peu... Non, 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 très bien, très bien. Non. Je pensais que tu allais continuer, c'est pour ça que j'étais surpris. Mais Non. je me disais, voilà, l'Irlande, en effet, bon, là, est meilleure équipe du monde. Tout ça pour perdre en quart de finale dans 5 mois contre les Blacks. Bon, on se dit, c'est dommage pour eux, Ça mais. sera contre les Français, là, c'est ça qui est Ou les pénible. Français, on sait pas, c'est dur à savoir parce que comme c'est le groupe de l'Afrique du Sud, du coup, qui croise évidemment le groupe France Black, on verra. Mais il y a quand même une chance forte de perdre en quart potentiellement. Bon voilà, après, comment toi tu vois Romain le futur là de cette voilà, est-ce qu'il va avoir de l'adaptation, tu penses sur les Bleus, sur le jeu potentiellement? Est-ce que contre l'Écosse on va chercher à se rassurer parce qu'on a de la marge normalement contre cette Écosse là par rapport à ce qu'on sait faire. Après, si le jeu va au jeu, l'Écosse peut nous mettre en danger, même si je pense qu'à domicile, il y a quand même assez de marge. Est-ce que tu vois des changements et est-ce que tu es confiant quand même pour ce match de dimanche, pardon? Euh, Globalement, je suis plutôt Mm. confiant, mais enfin pour samedi, pour la fin du tournoi, je suis. En fait, moi là où je suis un petit peu inquiet, c'est que ce match contre l'Irlande, ça n'existe pas les expected goals en rugby, mais quand même, on doit en prendre un paquet des essais. C'est bien, hein, on défend bien dans notre en but, mais moi je suis un peu inquiet pour notre défense en fait, hein, parce que ok, on a pris peut-être l'attaque la plus en place, mais on est bien moins fort en défense que ce que l'on était, hein. S'il passe autant de temps dans nos 22, c'est parce que d'abord on a pris la meilleure nation en termes d'occupation et de gestion du troisième rideau. Ça, j'ai pas vraiment de honte à dire qu'on peut perdre contre eux parce que de toute façon ils sont trop forts là-dessus. Euh, ils ont euh, ils ont en gros hein, quatre mecs avec des jeux au pied de niveau international. Nous, on en a deux et demi et ils ont des ailiers, un arrière et un neuf qui ont une science du jeu et du placement que nous n'avons pas. Et moi, je suis un peu inquiet par rapport à ce que met en exergue les problématiques que l'on a, parce que d'abord, j'ai pas les solutions pour remplacer, c'est-à-dire que pour moi, on manque de puissance. Euh,
dans les zones d'affrontement, notamment au pré pour se réorganiser quand on joue pas du parking, hein, parce que il est très beau l'essai de Penaud, comme cet automne. Mais quand on déploie sur 3-4 temps de jeu, qu'on n'arrive pas à percer, et qu'on se retrouve à 30 mètres de l'embut adverse et qu'on aurait besoin de remettre de la puissance pour se remettre de l'avancée, faire quelques temps de jeu autour du 10 ou autour du 9, là, bah, la méforme d'Aldrit, elle se voit beaucoup, l'absence de Danti, elle se voit beaucoup. Quand le banc rentre, l'absence de Movaca, elle se voit beaucoup. Euh, et je trouve que les gens qui les remplacent ne le font pas avantageusement, et c'est embêtant parce que bah, Moefana, il est vraiment en dessous par rapport à ce que l'on a connu, notamment quand ça a été notamment cet été, hein, même si c'est une tournée un peu gigot haricot. Enfin bon, c'est le meilleur joueur des Bleus, quoi. C'est un des seuls titulaires du dernier tournoi qui est là. C'est le meilleur joueur des Bleus. Là, il avance vraiment pas. T'es obligé de faire jouer Marchand 70-75 minutes. Aldrit, il est fribouillis. Olivon, il est pas bon depuis le début. T'as personne qui avance balle en main. Willem C, il est cata. Et là, t'as pas vraiment de solution de rechange, hein. Les solutions de rechange au centre, bah, t'espères que Danti, là, on va le faire revenir parce qu'il a joué 60 minutes. T'espères qu'il répète pas comme Villiers ou Kroos en début de saison pour avoir repris trop tôt. Villiers, bah, on l'a perdu, hein. Je sais pas s'il sera là à la Coupe du Monde, mais j'aime beaucoup du Mortier, mais en fait, il apporte pas du tout ce qu'apporte Villiers dans le collectif. Si tu as besoin du Mortier, tu pètes Penaud, tu le remplaces par du Mortier, c'est moins bon, mais dans le registre, tu prends la même chose globalement, hein, même s'il est meilleur dans les ballons hauts, etc. Arthur Vincent, qui aurait été incroyable dans le système, que ce soit à l'aile ou tu l'as perdu, donc Movaca, j'ai rien contre Gaëtan Barlow, mais enfin, quand même, là, on est descendu d'un niveau. On va perdre Antonio ce week-end. On va voir ce que va faire Falatea. Je sais pas qui c'est qu'il y aura sur le banc, mais je suis plutôt un peu dubitatif sur 2-3 trucs, quoi. Si on a notre équipe type, ça va. S'il nous manque un troisième lignel, même si c'est pas très grave, s'il nous manque un 4, comme on voit Flamand, il rentre excellent à la place de Woki. Il nous manque un arrière, on trouvera, voilà. Mais là, sur la puissance balle en main, sur la force en défense, que ce soit ce qu'apporte Villiers ou ce qu'apporte Kroos quand il est là et qu'il est en forme, je suis un petit peu inquiet. Pareil pied droit, pareil derrière Marchand. Donc on verra, pas trop inquiet pour ce week-end, mais voilà, si on peut avoir un ou deux mecs qui reviennent et qui reviennent en forme pour la Coupe du Monde, ça m'arrangerait quand même. Oui, en fait, c'est certes, tu décris peut-être et tu as raison, un manque de profondeur potentielle sur le vivier de ce niveau-là, hein, évidemment, parce qu'on a été habitué, on a été mal habitué sur les 2 dernières années aussi, vu le talent des mecs qui étaient sur le prêt. Après tu le soulignes aussi, il y a beaucoup de malchance, c'est-à-dire que des joueurs qui sont pétés, qui reviennent un peu tôt et forcément qui mettent un peu de temps à revenir. Voilà, l'idée c'est que la malchance, si on évite de l'avoir sur la période de prépa de la Coupe du Monde, ça reste des mêmes joueurs quand même, tu vois. Donc les Willem C peuvent retrouver leur niveau, les Aldrit, etc. Même si on perd quand même, on perdra peut-être, tu l'as dit, Villiers potentiellement pour jusqu'à la fin. Mais bon, je me dis, est-ce qu'on joue pas de malchance et est-ce que ces joueurs qui reviendront au bon niveau, après ça inquiète s'ils le sont pas. En effet, on manque de turnover et si on a un Olivon Aldrit à ce niveau, enfin au niveau qu'il joue en ce moment, c'est pas génial. Moi, Ah je non, sais pas. Ouais, je te rends la parole, Clem. non, Moi, non, non. je sais pas si Mm. on a vu le même match, hein, mais en Irlande, il manque Robbie Shaw en 12 qui était le régulateur. Il Furlong. manque Gibson Park le 9. Les deux, Donc ça, les hein? deux. Chian. Ouais, il manque Chian. Et malgré tout, tu remets le même truc. Robbie Ring, il est moins bon que Chian. Ça s'est pas trop vu, hein. McCloskey, il est beaucoup moins bon que Robbie Shaw, hein. Oui. Ça s'est pas trop vu. Un peu pour moi, un petit peu, moi, je trouve. Mm. Ouais, un petit peu, mais bon. Sur le premier match du tournoi, là, ça s'est vu Oui, un je petit parle peu. globalement, hein, je parle globalement. Ouais. Mais, mais Conor Murray, c'est un cadavre depuis le début de saison. Il est numéro 2 ou numéro 3 chez lui. C'est pas lui qui joue. C'est celui qui est remplaçant en équipe d'Écosse qui joue à sa place. Bah, il rentre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je suis un peu inquiet par rapport à ça. Euh,
on aura des absents à la Coupe du Monde. Si ça tombe sur ces joueurs-là, sachant que, ben voilà, je crois pas, voilà, j'espère, mais je crois pas trop au retour de Villiers. J'espère, mais je crois pas au retour d'Arthur Vincent. Je vois pas qui on pourrait mettre à la place de Greg Aldrit. Je vois pas qui c'est qu'on mettrait derrière Marchand ou Movaca si un des deux venait à se péter. Je suis un peu inquiet sur ces postes-là. Je suis d'ailleurs, si Baye pète, pareil. On n'a pas des doublures de très haut niveau et on n'a pas assez de vécu collectif pour que même si la doublure est de niveau moyen, elle s'insère comme on le fait avec les Irlandais. Ouais, l'avantage des Irlandais Non, mais c'est de toute la plus jouer différence ensemble. avec le système Mm. irlandais, hein. Toute la différence, hein. Même, je veux dire, même en cours de match, je veux dire, la rentrée du numéro 9 irlandais, enfin voilà, même en cours de match, leurs rentrées ont été bonnes et justement, le momentum qui avait été complètement changé au cours de ces 40-60 minutes s'est complètement inversé. T'as parlé du jeu au pied. Ceux qui sont rentrés ont eu un jeu au pied exceptionnel d'occupation et nous ont laissé pendant les 10 dernières minutes voire les 20 Ouais, dernières minutes dans notre camp. On n'a plus rien fait après ce momentum. Alors, il y a un côté physique aussi, hein, c'est-à-dire que physiquement, ils sont beaucoup plus frais. Ça aussi, ça vient aussi de leur organisation de leur rugby avec leur club, leur franchise qui est tournée vers l'équipe nationale. Bon, ça, on ne changera pas le problème. Mais tout ça s'est vu et c'est la différence qu'il y a avec l'Irlande, effectivement. Après, c'est un match en Irlande. On les a battus en France l'année dernière. Ils étaient sur 3 défaites. On a été les gagner chez eux alors qu'ils étaient un peu moribonds avec Dulin et compagnie. Il ne faut pas voir tout noir. Effectivement, on a des joueurs un peu en méforme à l'instant T. À l'instant T, moi je suis un peu dans ce style-là en plus. Quand je vois ce genre de match, je me dis, oh là, mais on va être champion du monde. On ne sera jamais champion du monde, quoi. Hein. Mais bon, voilà, cette équipe elle a du talent. Peut-être que, effectivement, comme dit Baptiste, bah, tu sais, une Coupe du Monde, tout le pays est tourné sur la Coupe du Monde, notamment à domicile. Tu sais, là, Aldrid, il sera repoussé, hein, je pense, pour le premier match de la Coupe du Monde. Hein. Oui, oui, mais moi, le seul truc, en fait, que je dis, je sais pas ce qu'il adviendra de la Coupe du Monde. Ce qui me gêne, c'est que face à des équipes qui ont une connaissance de leur rugby, tu vois, là, par exemple, tu me dis, je sais pas si on aurait gagné, sans doute pas. Mais tu me dis, on refait le même match, en ayant les mêmes scories. Mais sauf que on y va pour faire la guerre, et tu me rajoutes derrière, rien qu'un des deux, hein, Danty, Villiers ou Arthur Vincent à la place de Moefana et du Mortier. Tu me rajoutes juste Movaca sur le banc. Je dis, ok, je veux bien aller faire la guerre, subir pendant 80 minutes avec ces mecs-là. Je sais que potentiellement, juste sur la défense, juste sur l'énergie, juste sur le leadership qu'apportent ces mecs-là, je veux bien aller faire la guerre contre n'importe qui. Alors si tu tombes contre meilleur, tu tombes contre meilleur. Mais là, tu tombes contre l'Irlande. J'ai rien contre les mecs qui sont rentrés, mais c'est des mecs qui sont pas habitués, qui nous ont pas montré ce niveau-là, qui n'ont pas le niveau d'agressivité des mecs que l'on a donné. Hein. Je prends moi le meilleur exemple. Alors Villiers, c'est celui que les gens retiennent parce que c'est communicatif et tout. Mais un mec comme Arthur Vincent, il revient, il fait 2 matchs, tu le vois l'an dernier quand il est sur le terrain avec Montpellier pour les phases finales, c'est démentiel ce qu'il t'apporte. Et ça, tu le retrouveras jamais. Moefana, il l'aura jamais parce que c'est peut-être un meilleur joueur, parce que c'est peut-être un talentueux, mais dans un match à la vie à la mort en Irlande, aujourd'hui à 22 ans, le gamin, c'est pas dans son ADN. Et du Mortier, c'est sans doute pas la même chose Ouais, mais Villiers. tu fais une croix sur ces joueurs, je pense notamment à Vincent et Villiers. Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr qu'il faut Non. faire une croix sur ces joueurs. Je pense que c'est des mecs, notamment Villiers, mais même Vincent, qui est peut-être un des jeunes joueurs qui était là. Il était. Je me souviens quand Vakatawa, c'est lui qui suppléait Vakatawa. Donc je pense que même d'être dans l'esprit d'un Galtier, peut-être s'il revient en forme, il est devant un Moefana. Oui, non, mais moi, je fais pas une croix, je n'y crois pas. J'espère me tromper, mais je n'y crois pas. Ça laisse un peu de temps quand même, parce que c'est dans 7 Oui, mois. mais il vient de se faire croiser une deuxième fois. Hein, donc, ça va être compliqué. Après, c'était quand? C'était en octobre, septembre-octobre, il a refait 1 ou 2 matchs de la saison, quoi. Ouais, septembre-octobre. Ouais, Donc, ouais, peut-être pour la fin de saison. Ouais, et c'est vrai que le niveau d'intensité pour revenir vite à la Coupe du Monde est compliqué. En tout cas,
Non, non, mais Et Danti, par exemple, c'est un mec, ben, voilà, on voit bien qu'il est essentiel. C'est pas notre joueur préféré, mais on voit bien qu'il est Ah oui, essentiel. Ben, lui, je pense on le voit là maintenant. Et sa place, enfin, c'est certain. on dit que les absents ont toujours tort. Ben là, c'est pas vraiment le cas. Donc, moi le premier, hein. Moi le premier, Oui. j'étais presque content entre guillemets parce que je souhaite du malheur à personne, qu'il se blesse et que ce soit pas grave pour qu'on puisse voir l'équipe de France avec Moefana au centre pour apporter de la création. Bah, tu vois à quel point Danti est essentiel, quoi. Mm. Oui, oui, non, mais c'est certain, et tu l'as dit, dans cette agressivité défensive, etc. Enfin, il y a pas, il y a vraiment pas photo. Bon, on verra si d'autres joueurs. Après, il y a aussi, voilà, les joueurs prennent de l'expérience aussi en jouant des matchs internationaux, des matchs européens. Le Leinster, l'Irlande a cette force, c'est que en plus, en leur ayant rajouté les Sudaf, je pense que c'est pas dégueu d'avoir ça dans son championnat ben voilà, pour se confronter à ce qui se fait de mieux, notamment en termes d'intensité physique. Et les Irlandais, les Leinster, ils vont au bout en Coupe d'Europe. Ça permet aux remplaçants ben, de rentrer dans ce type de match, là où nos joueurs, type ben, un Barlow, enfin la TA, etc., cette expérience-là, elle est assez violente, je pense, pour la découverte. Falatea, je demande à voir quand même. Je demande à Oui, voir. oui, en plus, il n'a pas été. Mais voilà, mais pas. Je suis pas un grand fan d'Antonio, hein, même si c'est très très solide, que c'est un point d'ancrage, etc. Il est capable de se faire ce qu'il a fait, ben, voilà, samedi dernier. Je le trouve moins présent dans le jeu, et je trouve que la rentrée de Falatea est finalement, ça fait plusieurs fois qu'il nous montre certaines choses. Alors il est tout jeune à voir, mais ça sera intéressant de le voir là comme ça sur un gros match contre de gros adversaires en Mm. plus, hein. Ouais. Mm. Contre de gros adversaires. Ouais, Pour moi, je mettrais Aldrid sur le banc aussi, hein. Je mettrais Aldrid sur le banc. Et en termes de puissance, bah, tu dis qu'on n'a pas grand-chose. Moi, je vois quand même un joueur, hein, voilà, hein, qui est pas excellent forcément cette année, mais qui est pas du tout pris comme une alternative. Mais j'aimerais bien le voir quand même un peu plus à ce niveau-là dans une tournée un peu moins gigot haricot que contre le Japon. Mais Tanga qui avait été très bon Mm. aussi l'année dernière. Voilà, donc je pense il y a des choses aussi, il faut faire. Bon, voilà, je sais que c'est un tournoi, il faut pas. Mais quand il y a un mec qui est vraiment. Je vois Aldrit, ben, tu le fais sortir à la 50e en plus. Je veux dire, ça t'oblige à faire un changement, tu le sais d'avance. Enfin, c'est pas. Bon, il faut peut-être le laisser reposer aussi, ça arrive hein, aussi, même si c'est le tournoi et qu'on veut gagner tous les matchs, hein. Voilà. Bon. Ouais. Et quid de la question Jaminet aussi, hein, parce que bon. On n'en a pas reparlé, Mm. mais peut-être que tu parlais du manque de jeu au pied, peut-être que. Mm. Puis Ramos enfin, n'a pas brillé sur ce match. Ça me Moi, fait mal de dire ça, hein. Ça me fait mal de dire ça, mais ouais, c'est un ouais, peu ouais, comme non, Danti et mais. Moefana, on est un peu sur la même truc. Mais Oui, oui, bah il était là sur les victoires. Après, je suis d'accord, voilà, mais c'est pas non plus un joueur catastrophique, hein. On est quand même un peu dur avec Jaminet. Et c'est vrai que bah, c'est le jeu. Si Ramos n'a pas été aussi brillant, voilà, qu'on aurait pu espérer le voir comme il l'est à Toulouse. Bon, bah, la question, je pense, se pose. Après, Romain, je pense que tu défendras peut-être Ramos face à Jaminet sur le poste. le problème, c'est qu'il est prudent. Le problème, c'est qu'il est prudent, là. Oui, Et il est très prudent. ouais, J'aime bien quand il vient dans la ligne. J'aime bien quand il vient en deuxième 10, une deuxième solution. ouais. On peut jouer soit sur lui, soit sur Ntamak, qui vient à Toulouse. Et il fait ça. Il joue 15, mais il joue 10. Voilà, il prend des risques. Et là, c'est vrai qu'il en prend beaucoup moins. Et t'enlèves une grosse partie de la qualité de Ramos, quoi. on verra quand on aura le ballon. Là, forcément un peu plus compliqué quand on l'a pas. Et contre La grosse l'Italie, différence, ouais, c'est vrai. Bon. à voir, à La grosse voir, à dif- voir. Ouais. La grosse différence quand tu fais le parallèle avec Danti, c'est que Danti, il est énorme avec La Rochelle, alors que Jaminet, il est pas bon à Toulouse, hein. Donc, si tu veux, Jaminet serait excellent. Je me dirais, bah ouais, franchement, peut-être Galtier, il a raison. Peut-être Galtier, il a raison. On a besoin de son jeu au pied, on a besoin et c'est pas lui qui crée, donc on n'a pas besoin du créateur qui est Thomas Ramos. Il est pas bon à Toulouse. Hier, il est vraiment, hier avant-hier, je sais plus quand c'était samedi soir le match. C'est celui qui doit prendre un peu le leadership parce qu'il n'y a pas les tauliers. Il est pas bon. Donc j'espère qu'il tournera pas là. Moi, j'espère parce que je l'ai trouvé faire plutôt un bon match. Ça dépendra de l'entraînement. J'aimerais bien revoir Kroos.
je sais pas à la place de qui, mais pour remettre un peu de cohérence et trier un peu les ballons, remettre un peu d'ordre dans la défense parce qu'il est presque aussi important que Nlefikou dans l'organisation défensive au niveau des avants. Donc j'aimerais bien le revoir. À droite, moi aussi j'aime bien Falatea quand il rentre, mais j'aime bien quand il rentre. Oui, Là, je te dis, c'est à voir, c'est Oui. une De question, hein, toute voilà. façon, il faudra bien tester. Hein. tu sais, Mm. c'est comme quand, oui, oui, non, mais de toute façon, on y est, Mm. faisons-le. Ouais. Mais c'est comme quand on fait le parallèle NBA avec les sixième hommes, ben, les sixième hommes, ils sont bons parce qu'ils rentrent contre des bancs. Là, Falatea, quand il va commencer, donc debout, hein, la mêlée écossaise, c'est une Et blague ouais, depuis des années. Et là, il va Ouais. commencer la Chemin en face. c'est ce que Euh, Mm. c'est, je te disais, il y a Ouais. quand même Ouais, ça à cette année, éviter, ouais. hein. c'est un client, donc je sais pas trop. Moi, ce qui m'emmerde, je sais pas ce que branle la FFR, mais qui fasse tout pour sélectionner Meafou, hein. Parce que il y a l'air d'y avoir une jurisprudence qui peut, parce qu'on a vraiment besoin d'un porteur de balle quand Willem C est pas en Mm. forme, ce qui est le cas, et puis que même si Willem C est en forme, d'avoir deux porteurs de balle comme ça qui font 140 plombes, c'est quand même un luxe. Et on en manque en France. Mm. Quand Aldrit est absent, si tu peux faire rentrer un deuxième porteur de balle parce que Aldrit est pas bien, même si c'est pas en troisième ligne parce qu'on en a pas 50, bah, et si tu as l'alternative de mettre Meafou, même si c'est pour le foutre avec Willem C parce que c'est pas hyper complémentaire mais que t'as que ça comme alternative, bah, au moins tu sais que tu vas avancer, quoi. Ouais. Donc, C'est sûr qu'un Meafou ferait Ça, clairement du bien. c'est Mm. fini, mais fou, non? Il Non, non, faut... je crois qu'il cherche quelque chose là pour. Oh, en fait, c'est pas qu'ils cherchent. En fait, Ouais, ils ont il y a une trouvé. jurisprudence. Ouais. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est pour ça, enfin, on s'était exprimé plusieurs fois, nous, sur Twitter, hein, là, sur ça, en disant que, de toute façon, pour nous, il était aujourd'hui pas éligible. En fait, il était éligible en novembre 2021. Il n'a pas été appelé parce que, il ne remplissait pas les règles de la FFR, mais aux yeux de World Rugby, il était éligible, puisqu'il faisait il avait fait ses 3 ans il de avait 3 ans, résidence et mais il n'avait pas le voilà. passeport. Mm. Voilà, mais le passeport, ça, c'est qu'une lubie Oui, de la de FFR. Bernard Laporte. Oui. Ouais, de Oui. Bernard Laporte. Ça n'a jamais existé dans les règles de World Rugby. Donc, pour t'es éligible au rugby, t'es éligible. Et en fait, à la fin de l'année 2021, la règle a changé et est donc passé à 5 ans de résidence. Et comme lui n'avait pas été appelé, la FFR a considéré qu'il n'était pas éligible. Il se trouve qu'il y a eu exactement le même cas avec les All Blacks et, euh, et le numéro 9, Fakatava, c'est celui qui a le mulet là, Mm. Ouais, ouais. qui a joué cet été, qui était exactement dans le même cas et qui en gros était pas éligible, qui était éligible de résidence des 3 ans. Il n'a pas été appelé. La réforme a eu lieu, il ne l'était plus. Et cet été, ils ont demandé à World Rugby si il pouvait jouer. Et World Rugby a répondu que de toute façon, un joueur, à partir du moment où il avait été éligible, reste éligible, sauf s'il est appelé par une autre sélection. Ce qui fait que Fakatava a joué alors même qu'il n'avait pas les 5 ans parce qu'il était éligible avant que la Mm. réforme prenne forme. Donc, normalement, Oui, Meafou devrait l'être. Un on est décret éligible. service juridique. Ouais. Ça peut être On est éligible rétroactif. une fois, on est éligible C'est pour tout le ça, ouais, temps. c'est rétroactif, même si la Voilà, réforme c'est a ça. changé au moment, si tu as été au bon moment. Ok, bon, mais Voilà. Ben, apparemment, il y a même pas besoin de demander alors à World Rugby, là, on peut le sélectionner faut alors. faire, Ouais, faut faire ouais, comme les ouais. Blacks. Bon. Donc, voilà, donc je serai eux, je me débrouillerai de faire quoi que ce soit parce que là, Ah bon, ouais, les Tao, ça tient la route, mais un porteur de balle comme Meafou, même oui. si tu le Quitte à mets le en faire position levante, rentrer. en fait, Ouais, si c'est tu veux, c'est ça. trop important dans le rugby mondial. En finisher qui rentre Trop civil important. C'est MC. énorme, mais à fou. Et puis Ouais. Willem Z depuis sa blessure, et il n'a pas retrouvé Non, le même niveau ni qu'il à avait autant Montpellier l'année dernière, d'ailleurs. hein, il faut Ouais. aussi être clair, hein. Ouais, ouais. Et mais c'était déjà le cas à Montpellier, hein, où il était moins bon. Après, il était rappelé Bah oui, oui, c'est exactement. de suite. Mais bon, pour tenir aussi ce 15, voilà, pour faire suivre ce 15 de l'an dernier. Mais et Aldrit et Villemc, on le voit, sont pas au niveau du Grand Chelem de l'an dernier. Bon, ok, bon, on verra la semaine prochaine. On se retrouve lundi prochain. On débriefera un nouveau match des Bleus contre l'Écosse. Ça va être sympa à suivre. On regardera aussi avec un œil les matchs, voilà, si l'Angleterre et l'Irlande assurent contre l'Italie et le Pays de Galles.
logiquement, ça devrait être le cas, mais on pourra en parler aussi et jeter un œil sur ces deux matchs. Et puis, évidemment, on fera un petit retour, on fera le contraire. On finira par le top 14 et parler de cette journée de doublon qui apportera aussi voilà, son petit lot de choses à dire, surtout en arrivant si près de la 26e journée. Bon, ben, merci Romain, merci Clem. À bientôt à tous ceux qui nous ont Merci suivis à toi. sur Twitter. Et lundi prochain, rendez-vous sur la classe sport. Salut les gars. Ça marche. Ciao, Bonne ciao. soirée. Ciao.